Donc, tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être connectés pour cette session webinaire donc, qui va concerner principalement la solution autour de la visualisation distante 3D, donc avec notre partenaire Nice Software qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous accompagner dans le cadre de cette présentation. Je vais commencer par présenter donc Vincent Bosquier, qui est notre consultant à HPC et spécialiste de la visualisation déportée donc, chez Nice Software, qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui pour nous faire la démonstration du produit, puisque c'est le but de ce webinaire. Philippe Ricard devait être connecté, mais il a effectivement un petit souci d'accès distant, donc voilà, ça n'aura pas d'impact dans le cadre de la présentation. Donc notre consultant commercial chez Nice Software, et moi-même, donc consultant avant-vente HPC pour Transtech France. On va vous proposer donc l'agenda suivant pour la présentation d'aujourd'hui. On commencer par la présentation, très courte présentation de la société Transtech en moins de 5 minutes. Ensuite, je laisserai la parole et la libre parole à Vincent, qui pourra présenter de manière un peu plus large la société Nice Software ainsi que les solutions autour de Nice Engine Frame et DCV. Donc voilà, Vincent vous fera une présentation très complète là-dessus. Pour passer ensuite de manière un peu plus large à la partie démonstration produit. Suite à la démonstration, on aura aussi également l'opportunité de vous proposer ce qui peut découler de cette démonstration, hein, donc c'est tout ce qui peut être accès à des licences d'évaluation, test chez vous de ce type de solution, et enfin donc conclure et avoir une session de questions-réponses assez libre à travers le chat. Donc vous aurez aussi l'occasion de poser toutes vos questions au cours de la démonstration. On y répondra en fin de session. Alors Vincent, n'hésite pas à m'interrompre, hein. Si toutefois tu as des points levés, tu es le bienvenu. Donc pour ma part, je vais commencer très rapidement par une présentation de la société Transtech. Donc Transtech, pour ceux qui ne connaissent pas, est un intégrateur de solutions qui a été fondé en 1980. Donc on fête cette année nos 37 ans d'existence. Donc Transtech est une structure européenne avec plusieurs filiales à travers l'Europe, donc vous pourrez voir les entités dans les slides qui vont suivre juste après. Transtech est une société qui emploie à travers l'Europe plus d'une centaine de personnes, avec un chiffre d'affaires qui frôle les 50 millions d'euros, avec un focus qui est assez fort sur la partie calcul haute performance, donc ce qu'on appelle plus communément le HPC. Il faut savoir qu'effectivement Transtech a une ambition qui est certes réalisée, en tout cas pour la France depuis un peu plus de 3 ans, d'avoir un peu plus de 50% de son chiffre d'affaires généré justement sur cette partie calcul haute performance. Donc là, c'est la répartition de la société Transtech à travers l'Europe, hein. Vous avez plusieurs entités qui existent. Alors pour ce qui concerne la France, c'est ce qui nous intéresse. Donc la société Transtech est basée à Strasbourg. Vous avez donc l'entité principale qui est en Allemagne, donc, qui est située au sud de Stuttgart, hein, dans une petite ville qui s'appelle Reutlingen. Vous avez aussi des entités en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, donc, qui gère, je dirais, la majeure partie du business HPC Transtech pour l'Europe. Assez rapidement aussi pour vous permettre d'avoir une vision sur les activités de Transtech France, en tout cas, hein, sur la partie du secteur qui nous intéresse, donc pour la partie calcul essentiellement. Vous allez trouver des sociétés privées et des sociétés publiques, donc qui sont affichées ici avec une répartition qui est affichée de 40 à 60%, 40% privé, 60% public, avec effectivement une répartition qui a tendance maintenant à devenir, je dirais, assez équilibrée. On est plus proche aujourd'hui en fait d'un 50-50 que d'un 40-60. Donc avec je dirais des groupes qui vont forcément résonner dans vos têtes, hein, donc pour ne citer que par exemple des groupes comme Saint-Gobain Recherche, LVMH, EADS, et aussi également des grands groupes publics, donc des universités, des centres de recherche, des mésocentres par exemple aussi également, le COA aussi également, donc, qui sont des références Transtech France. Hein. Transtech
Donc ces trois activités principales, donc comme je l'ai dit au début, Transec est un intégrateur de solutions informatiques, majoritairement dans le HPC, et effectivement euh, assez reconnu en France pour cette activité de domaine qui concerne à la fois l'aspect intégration et service, hein, prestataire de services et aussi de maintenance. Vous allez trouver un deuxième secteur d'activité qui concerne ce que Transec appelle PSO, donc Product and Solution, ce qui, je vais résumer par tout ce qui va concerner le domaine de la virtualisation et du stockage, du réseau, toutes les solutions informatiques traditionnelles que vous avez l'habitude de connaître. Donc là aussi, ça concerne l'aspect fourniture, intégration du matériel et l'aspect service. Et enfin, un troisième domaine qui est peu connu, que Transec aussi nomme le CSA, donc qui va consigner en tout l'aspect ingénierie d'un point de vue prérequis client et la fabrication de systèmes personnalisés. Pour terminer, et ensuite je laisse la main à Vincent. 5 points principaux pour résumer la société Transtech. Transtech, c'est 30 ans d'expérience, donc un peu plus maintenant, 37 ans, donc, comme je l'ai dit en introduction, une société qui est à l'origine allemande, et donc effectivement l'ensemble de nos procédures et de qualité de construction et de services sont hérités de ce modèle, donc avec toutes les normes ISO qui découlent de ce type de certification. Transec a également aussi beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires technologiques et de services, qui sont choisis en fonction des besoins de nos clients. Et Transec a aussi également, en termes de support technique, son propre support, donc, qui est hébergé donc, à la fois donc, par le siège, mais aussi également pour les clients français, directement en France et réalisé en français. J'ai fini pour ma partie. Est-ce que Vincent, tu es disposé et prêt effectivement à présenter Je suis là. un sauveteur? C'est parfait. Très bien. Je suis là. Rebonjour à tous, merci de votre présence. Je suis donc Vincent Bosquier, je travaille pour Nice Software et je vais vous présenter dans les minutes qui viennent les produits de Nice pour le Technical Computing, donc Engine Frame et DCV. Voilà. Donc tout d'abord quelques informations à propos de la société Nice Software. Nice Software est une entreprise italienne créée à Asti en Italie, dans le Piémont. Cette société a été créée en 1996, donc elle existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Avec des clients donc un peu partout dans le monde, dans des domaines aussi variés que l'automobile, l'aérospatial, l'énergie, la pétrochimie, les universités, les centres de recherche, etc. Après 20 ans d'activité, la société a été rachetée l'année dernière, en mars, donc il y a un an, par Amazon Web Services, et donc est devenue une entité du groupe Amazon. Et en novembre 2016, donc à peine 8 mois après l'annonce du rachat, sortaient déjà les premiers produits issus de la collaboration entre AWS et Nice, des produits s'appuyant sur nos technologies, les produits Upstream et Elastic GPU, Upstream étant un système pour délivrer des applications d'utilisateurs dans le cloud, et Elastic GPU étant un service permettant d'attacher des GPU dans n'importe quel type d'instance dans le cloud AWS. Notre expertise depuis 20 ans, c'est le cloud computing, le technical computing, donc le HPC et la visualisation, avec un core business donc basé sur le grid, le HPC, aujourd'hui les infrastructures cloud, pour les utilisateurs du technical computing. Le but étant de leur faciliter le travail, la collaboration et la visualisation de leurs résultats de façon efficace avec nos produits que sont Engine Frame et DCV que je vais vous détailler après. Cyril, s'il te plaît. Merci. Donc, qu'est-ce qu'Engine Frame? Engine Frame, c'est un portail web qui ouvre l'accès
aux ressources du technical computing pour les utilisateurs. Son objet est donc de simplifier l'accès aux ressources, les utilisateurs étant ici, et par le biais d'un portail web ouvert dans un navigateur standard, via une connexion HTTP ou HTTPS, peuvent accéder aux clusters de calcul et de visualisation, à leurs applications, lancer des jobs, voire des modèles 3D complexes à distance. L'idée de ces produits étant, bien entendu, de recentrer l'ingénieur sur son expertise métier, en lui ôtant toute la complexité de la partie IT, je dirais. Donc ce portail web, il délivre à l'utilisateur un espace de travail dans lequel l'utilisateur va avoir accès à des applications qui sont publiées pour lui, ces applications étant conçues à l'aide d'un outil graphique, un éditeur web qui permet de créer des formulaires de soumission pour le HPC ou des formulaires de lancement de sessions interactives pour la visu 3D à distance. Cette interaction avec l'infrastructure de computing technique, elle s'appuie sur des job schedulers. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le concept de job scheduler. On les appelle parfois ordonnanceurs, gestionnaires de traitement par lot, batch scheduler. Donc, ces outils d'orchestration qui lancent et ordonnent dans le temps des tâches sur des infrastructures de calcul ou de visualisation un peu complexes. Donc, les job schedulers qui sont supportés par nos produits sont listés ici. EngineFrame supporte aussi de multiples clusters dans son interface. Nous appuyons pour l'authentification des utilisateurs sur l'annuaire de notre client. Donc ce sera votre annuaire qui nous servira à authentifier vos utilisateurs dans le portail. EngineFrame offre aussi des fonctionnalités de gestion de données entre le PC de l'utilisateur et l'infrastructure de stockage au contact du cluster de calcul, donc pour permettre de naviguer dans les fichiers dans le Home Directory au contact du cluster ou d'uploader ou downloader des fichiers entre le stockage du cluster et le PC de l'utilisateur. EngineFrame supporte des workflows en mode batch ou en mode interactif et bien entendu s'intègre de façon très forte avec NiceDCV, notre outil de visualisation à distance dont je vais parler juste après. Donc voici DCV. DCV signifie Desktop Cloud Visualisation. DCV est un protocole de visualisation à distance qui a donné son nom à notre produit. Il est issu des laboratoires IBM et a été racheté à IBM à la fin des années 2000. Et il a énormément évolué, il a été intégralement redéveloppé depuis, pour devenir une solution de visualisation à distance phare du marché pour les applications techniques 3D, OpenGL ou DirectX, sous Linux ou sous Windows pour les utilisateurs. Les utilisateurs, que vous voyez ici sur la gauche du schéma, accèdent via un petit viewer, un outil installé sur leur PC, aux ressources de visualisation qui sont dans le data center de l'entreprise ou dans le cloud, par le biais du protocole DCV, et ce, via des réseaux standards, potentiellement, soit sur le LAN de l'entreprise, soit éventuellement via le WAN. Le protocole DCV délivre donc des accès à un bureau distant via un protocole de streaming vidéo et gère de façon optimisée les informations 3D. Il supporte
les applications DirectX et OpenGL, DirectX pour Windows, OpenGL sous Windows et sous Linux. Nous supportons un grand nombre de systèmes d'exploitation que vous voyez ici. L'outil est doté d'un système d'optimisation d'utilisation de la bande passante réseau de façon à améliorer l'expérience utilisateur en offrant à l'utilisateur un moyen de manuellement définir l'équilibre qui lui convient entre qualité et interactivité. Des fonctions de collaboration en temps réel sont fournies et sont complètement indépendantes de la bande passante réseau. Chaque utilisateur gère sa bande passante réseau individuellement. Le système s'appuie sur des cartes graphiques NVIDIA haut de gamme pour délivrer sous Linux de multiples sessions sur un même système et sous Windows, pardon, un accès, un utilisateur, une session, un système. La virtualisation est bien entendu supportée avec des mécanismes de GPU pass-through pour passer la GPU aux machines virtuelles dans différents hyperviseurs, que ce soit Citrix ou VMware, et KVM aussi, Red Hat est supporté. Et les solutions de Virtual GPU sont aussi supportées pour le monde Windows. La gestion des sessions interactives est facilitée par le portail Engine Frame Views que je vais vous présenter tout de suite. Et la performance dans les sessions est délivrée par le fait que l'utilisateur reçoit sur son poste un stream vidéo optimisé via le protocole H264 et l'encodage de ce stream vidéo est réalisé directement par l'encodeur hardware des cartes graphiques, ce qui libère la CPU et les cœurs GPU de cette charge. La CPU et la GPU pouvant donc se focaliser sur les actions de l'utilisateur et le rendering. DCV supporte aussi l'utilisation du port USB à distance. Je peux brancher sur mon PC client et vous pourrez brancher sur votre PC client un device USB qui sera vu dans votre session interactive comme s'il avait été branché directement sur le serveur. Et bien entendu, toutes les communications entre le serveur DCV et le poste du client peuvent être encryptés via le protocole AES jusqu'à 256 bits, qui est le maximum de ce standard. Alors, pourquoi DCV? Qu'est-ce qui fait que DCV est si intéressant pour vous? D'abord, il réduit les coûts. L'argument, il est financier. Vous allez pouvoir limiter vos coûts en n'étant plus obligé d'acheter des stations hyper puissantes pour vos ingénieurs et vos designers et en consolidant la puissance graphique dans des serveurs dans le data center. Et ça induit une réduction de coûts importante. La protection intellectuelle est quelque chose d'important. Le fait que toutes les données restent dans le data center, soient lues par le cluster de calcul pour les simulations et par le cluster de visualisation pour la visu, et que le client ne reçoive qu'un stream vidéo de ces données et que les données ne voyagent pas entre le data center et le PC client, est un mécanisme de sécurisation de la donnée dans le data center. Ça s'accompagne aussi de la possibilité de devenir mobile. DCV vous donne la possibilité d'utiliser vos applications 2D, 3D techniques avec la performance suffisante sur des réseaux standards à distance sans avoir l'obligation d'être connecté, d'être raccordé physiquement à votre réseau d'entreprise et d'être sur place.
Enfin, la qualité de service offerte aux utilisateurs est augmentée. La gestion de la délivrance des applications aux utilisateurs est simplifiée pour les administrateurs et les utilisateurs peuvent accéder plus simplement à leur workflow par le biais de l'utilisation de ces applications centralisées, où toute l'authentification et toutes les données restent gérées dans le data center. D'un point de vue architectural, les utilisateurs qui sont représentés ici sur la gauche de ce schéma vont vouloir accéder à leurs ressources de computing technique qui sont représentées sur la droite de ce schéma, donc le cluster de calcul, leurs données dans le stockage partagé, le cluster de visualisation, par le biais de notre portail EngineFrame. Une simple connexion HTTPS leur permettra de se connecter au portail et via le portail de lancer des jobs HPC ou bien, comme nous allons le voir, de créer des sessions de visualisation 3D sous Linux ou sous Windows et d'y accéder via le DCV protocole avec le viewer. Ce viewer qui peut être installé sur qui est installé sur le PC de l'utilisateur, peut être aussi installé sur le PC de collaborateur et pour des raisons pour des besoins de partage, l'utilisateur peut décider, pour des besoins de collaboration, l'utilisateur peut décider de partager sa session avec des collaborateurs ou éventuellement pour des raisons de support. Le portail EngineFrame peut aussi être utilisé autrement qu'en interactif via un navigateur, par le biais d'une command line ou de programmes via des API et de la programmation Java ou .NET. Parfait, Vincent. Nous allons donc passer à la démo. Merci Voilà. Cyril. Je vais te laisser la main. Alors, ouais, je vais prendre la main. Alors, je vais préciser un dernier détail. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Parfait. Voilà, tu avais effectivement une remarque très importante, Vincent, pour tous nos Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais préciser à vous tous qui nous écoutez que la démonstration que je vais vous faire maintenant, je vais la réaliser en étant connecté via mon laptop au réseau 4G de mon téléphone mobile. Le système auquel je me connecte est un système de démo qui est installé directement dans le data center de notre siège à Asti en Italie. Donc, il est important que je vous précise maintenant que ce que je vais vous montrer là, il faut le percevoir par le prisme de la fonction. Je vais vous montrer les fonctions de nos produits et je vais vous demander de faire abstraction de la performance que vous allez voir pour la bonne et simple raison que à chaque requête que je vais envoyer à nos serveurs en Italie, l'information va partir de mon PC où je me trouve ici à Montpellier aujourd'hui, va aller jusqu'à Asti en Italie pour réclamer les informations que je demande, par le biais du réseau Internet standard, donc le réseau 4G de mon téléphone, les informations vont être rapatriées sur mon écran, et c'est le partage de mon écran que vous pouvez tous voir. Partage qui est réalisé par GoToMeeting via des serveurs qui se situent en région parisienne et qui sont ensuite redistribués vers vous. Tout ce cheminement réseau qui consomme à la fois de la bande passante et surtout beaucoup de latence fait que je vais vous demander de l'indulgence quant à la performance que vous allez voir sur les modèles que je vais manipuler. La démonstration des fonctions, elle, reste valide. Voilà. Donc je suis connecté ici via mon navigateur, un navigateur standard. Hein. Là j'ai utilisé Chrome, Google Chrome, j'aurais pu utiliser Firefox ou Internet Explorer, et si j'avais eu un ordinateur Apple, sur mon Mac j'aurais pu utiliser Safari.
Et je vais donc me connecter à Engine Frame Views, le portail qui délivre les fonctionnalités de visualisation à distance et qui va me permettre d'ouvrir des sessions DCV. Engine Frame Views, donc me voilà connecté en tant que Vincent Bosquier étant identifié dans un annuaire Active Directory qui est propre à notre environnement de démonstration. Les fonctionnalités proposées par Engine Frame Views sont orientées visualisation. J'ai donc la possibilité ici de lister mes sessions actives. Alors, comme vous pouvez le voir pour l'instant, de sessions actives, je n'en ai pas. Juste, excusez-moi. Voilà. Je peux visualiser donc mon cluster de calcul. En l'occurrence, ici, je visualise mon environnement de démonstration qui est constitué d'un serveur Linux pour Engine Frame, d'une machine de visualisation sous Linux, ici, puis de 2 machines qui ont été éteintes et qui font partie de l'environnement de visualisation, et d'un deuxième cluster, qui s'appelle ici Neutro, et qui est constitué aujourd'hui de 2 machines Windows. Donc j'ai, dans cet environnement de démo, une machine Linux et 2 machines Windows à ma démonstration, pour faire de la visualisation. Dans le but je vais démarrer un Linux desktop tout de suite. Et voici de quelle façon, avec Engine Frame Views, un utilisateur peut accéder à distance à un desktop. Encore une fois, le desktop auquel j'accède ici, il est ouvert directement sur le serveur qui est à Asti. Voilà, j'ai cliqué une fois, je suis dans le bureau de ma machine Linux. Je peux ouvrir un terminal et lancer une application 3D. Alors ici, l'application s'appelle DCV Test. C'est l'application qui a été une petite application de test OpenGL qui a été conçue par NICE. Je peux bien entendu lancer une deuxième application. Alors je vais lancer une application de test encore, GLX-Gears, que vous connaissez tous. Voilà. Mais comme je suis d'un naturel ambitieux, je vais bien entendu lancer une application qui va vous parler un petit peu plus. Oups. Voici Paraview. Et je vais ouvrir un petit modèle ici. On va faire quelque chose de visible, visuellement un petit peu correct. Voilà, je peux manipuler Paraview par le biais de mon réseau 4G téléphonique, alors que le serveur qui me délivre la totalité des informations de mon modèle 3D se trouve à Asti en Italie. Je dispose, pour faire des réglages pour mon utilisation, de la console DCV. C'est cet outil qui me permet de monitorer la qualité de chacune des frames qui m'est transmise de mon modèle en mouvement en fonction de la bande passante réseau dont je dispose. Donc là, je suis à 30% de qualité et quand je manipule mon modèle, j'ai quelque chose de très fluide à l'écran. Si je souhaite que chaque frame soit plus qualitative et pixelise moins, parce que j'ai besoin de manipuler un modèle qui soit plus résolutif, je peux augmenter cette jauge, mais bien entendu, compte tenu de la qualité de mon réseau, l'impact qui va se sentir tout de suite, c'est un impact réseau, et à l'expérience utilisateur, je le ressens.
Et peut-être que vous le voyez aussi. Cyril, tu me confirmes, toi qui es à l'autre bout du flux, On voit la latence, tu dois pouvoir effectivement, me mais confirmer. ça reste très, très correct compte Voilà, tenu du réseau que tu utilises. Oui, tout à fait, Vincent. voilà. Donc si je redescends à 30%, je récupère une grande fluidité de manipulation ici. Par contre, vous pouvez tous voir une certaine pixelisation du modèle. Voilà. Très simplement, pour l'ouverture des sessions et des applications dans un desktop complet. DCV fournit une fonction de résolution adaptative de l'écran côté serveur. L'utilisateur qui crée sa session, en l'occurrence ici moi-même, peut adapter totalement son bureau à la taille de la fenêtre dans laquelle il travaille. Donc ici, vous voyez, je suis passé d'un mode plein écran à un mode fenêtré. Je vais réduire la taille de ma fenêtre DCV. Le bureau est automatiquement redimensionné, la fenêtre de l'application aussi, et la manipulation du modèle reste très fluide et très simple. Comme vous pouvez voir, à chaque fois que je manipule mon modèle, la pixelisation a lieu pendant que le modèle est en mouvement. La dernière frame qui est générée une fois que le modèle ne bouge plus est bien entendu à 100% de qualité en lossless. J'ai démarré ici un bureau complet, et dans ce bureau complet, j'ai décidé que je démarrais telle ou telle ou telle application. Ici, j'ai l'XGears, des CV tests ou Paraview. Je peux réaliser le même test en démarrant directement. Je peux démarrer une application directement depuis le portail dans ce qu'on appellera un bureau restreint. Alors, je vais le faire ici avec une application d'exploration des sols qui s'appelle OpenDetect. Donc, vous voyez, encore une fois, un clic. Le portail a été configuré pour me démarrer l'application OpenDetect, cette fois dans un bureau restreint. Ce fond gris ici, quand je clique avec le bouton droit, je n'ai accès à aucune fonction du bureau, je n'ai pas accès au menu déroulant, je n'ai plus accès à la console, et pour des raisons de sécurité et de maîtrise et de contrôle de l'usage que font les utilisateurs de leur session, c'est quelque chose qui peut être très utile dans un contexte de production. Je vais démarrer mon application. L'application démarre avec un dataset que j'ai sélectionné et préconfiguré. Et vous voyez, donc j'ai ici un élément de sol que je peux manipuler avec 3 coupes transversales. Et vous voyez ici que s'affiche pour mon objet en mouvement le framerate, donc le rafraîchissement sur mon écran à moi, pas sur le vôtre, bien entendu. Donc vous voyez, là, je manipule cet objet, il est très fluide, je peux le mettre en plein écran, je continue de manipuler l'objet, la manipulation reste très fluide, je peux zoomer. Voilà. Je sors du mode plein écran, j'iconifie cette session, j'ai donc 2 sessions ouvertes. Je vous disais tout à l'heure que DCV est compatible Linux ou Windows. Nous allons le démontrer tout de suite. Je démarre ici une session Windows, un clic. Alors sous Windows, le protocole de connexion est légèrement différent puisque je dois m'authentifier dans la session, ce que je n'ai pas besoin de faire sous Linux. Le bureau est redimensionné automatiquement comme précédemment. Et je peux démarrer une application. Donc ici, par exemple, on va démarrer SketchUp. Donc là, tous les contextes réseau s'ajoutent les uns par-dessus les autres, hein, puisque là, j'ai 3 sessions ouvertes en même temps. Voilà. Et voici une jolie voiture que je peux manipuler dans mon SketchUp. Et qui a des jolis sièges en cuir. Et ça reste très fluide, Vincent. Et ça reste relativement fluide en effet, oui.
Alors, voilà pour la partie démonstration. Alors maintenant, que se passe-t-il derrière le rideau? Comment est-ce que Engine Frame Views me permet de créer ces applications que je vais publier de façon sélective pour mes utilisateurs? Nous allons le voir ensemble, puisque l'utilisateur Vincent Pomosquier, dans l'environnement de démo, a la chance et le privilège d'être administrateur. Donc, en tant qu'administrateur, il a accès à des fonctions d'administration de ce portail Engine Frame Views et il a la possibilité, par exemple, de voir les sessions de tous les utilisateurs. Un utilisateur qui part en vacances et qui oublie de fermer une session, l'administrateur a la possibilité de le sélectionner et de fermer la session. L'administrateur a la possibilité de voir les jobs de lancement des sessions interactives tels que vus par le Job Scheduler, qui, je vous le rappelle, est l'intermédiaire de communication entre le portail et l'infrastructure qui est dans le data center. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est le fait que pour m'authentifier dans le portail, je m'appuie sur un annuaire Active Directory qui est celui de mon environnement de démo. Chez vous, nous utiliserons votre système d'annuaire. Par-dessus ce système d'annuaire, nous ajoutons un système d'autorisation qui est géré par des ACL et qui nous permet de sélectionner des utilisateurs et de les ajouter dans un nouveau groupe que je vais appeler Test Webinar pour aujourd'hui. Je viens de créer un groupe d'Access Control List qui s'appelle Test Webinar et qui va me permettre de pouvoir créer un formulaire de lancement d'une application pour les 3 utilisateurs de ce groupe. Comment créer un formulaire de lancement? Très simple. Engine Frame dispose d'un service editor qui est un outil web graphique grâce auquel je peux créer les menus que vous avez vus tout à l'heure pour lancer un Linux Desktop, ParaView ou OpenDetect. Alors, j'ai ici, voilà, un formulaire de test. Alors, pour lancer OpenDetect, voici le formulaire que j'ai créé. Ce formulaire ici est une copie, donc il a juste un titre et un bouton que vous ne voyez pas, puisque quand nous n'avons qu'un titre et un bouton, le formulaire est exécuté directement par clic dans les menus à gauche. Et que se passe-t-il derrière le bouton? Tout simplement, je décide que le protocole de visualisation à distance que je vais utiliser, c'est NiceDCV. Je décide que le système d'exploitation de mon système de destination, c'est Linux. Je décide que mon job scheduler, c'est OpenLava, puisque c'est le job scheduler de mon environnement de démonstration. Je vais avoir 2 scripts qui vont s'exécuter. Le premier, qui s'appelle un action script, va donner au job scheduler un ordre de création de la session interactive. Cet ordre, vous le trouvez ici. C'est un script du portail qui s'appelle vdi.launch.session qui donne via le portail au job scheduler l'ordre de créer une session sur un nœud du cluster de visualisation Linux. Le script ici me permet de lancer OpenDetect. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je peux exécuter un simple script bash pour setter mon environnement, créer les variables d'environnement dont j'ai besoin, éventuellement créer des variables d'environnement qui seront communes à mon action script et mon app launcher script, et lancer mon exécutable. Ici, je lance mon exécutable avec cette commande, eval $exécutable, parce que dans l'onglet de configuration, j'ai créé une variable qui s'appelle exécutable et qui pointe vers le chemin de mon exécutable. Donc c'est extrêmement simple de pouvoir lancer une application pour mes utilisateurs. Je sauvegarde mon environnement.
Et pour publier ce service, je sélectionne la fonction publish. Je peux publier ce formulaire de lancement de OpenDetect pour tous les utilisateurs de mon environnement, tous les utilisateurs autorisés dans mon Active Directory, ou pour simplement un groupe sélectionné. Il se trouve que j'en ai créé un pour ça, c'est Test Webinar. Voilà. L'application est publiée. Je vais donc revenir dans le portail utilisateur en tant que Vincent Bosquier. Démo OpenDetect 6.0 Editor apparaît ici. Ce nouveau service a été publié pour les 3 utilisateurs du groupe Test Webinar. Alors, bien entendu, ce qu'on vient de voir là, c'est l'usage de sessions interactives. Vous voyez, hein, elles sont toujours ouvertes. Mais comment est-ce que j'arrive à ce modèle 3D? On va digresser un tout petit peu, si vous voulez bien. Et on va aller se connecter à Engine Frame HPC. Voici Engine Frame HPC. Je suis connecté en tant que Vincent Bosquier à mon environnement de démo. Engine Frame HPC est le produit de NICE qui délivre non seulement les fonctions de visualisation que vous avez vues précédemment avec Engine Frame Views, mais aussi les fonctions de soumission de job batch à un cluster HPC. Donc comme vous pouvez voir, un certain nombre de fonctions supplémentaires sont disponibles. La possibilité de lister dans cette vue spooler les simulations qui ont été tournées par l'utilisateur Vincent Bosquier sur le cluster HPC auquel il a accès. Un file manager qui me permet de voir mon home directory sur le cluster distant et d'uploader des fichiers depuis mon PC vers le cluster, ou bien de sélectionner des fichiers et de les downloader du cluster vers mon PC. Les fonctions de monitoring que nous avons vues précédemment sont disponibles bien entendu pour l'utilisateur. L'utilisateur voit toujours ses sessions. Je retrouve ici mes 3 sessions ouvertes dans Engine Frame. Mais on est dans un portail HPC. L'utilisateur a donc accès à ses jobs de calcul. Donc voici l'historique pour l'utilisateur Vincent Bosquier. Et en dessous, 2 nouveaux blocs qui sont propres au portail HPC. Un bloc batch et un bloc interactif. Dans le bloc interactif, on retrouve des formulaires de lancement de sessions interactives comme on en a vu précédemment dans Engine Frame Views. Dans le bloc batch, on trouve des formulaires de lancement de jobs HPC. On va prendre l'exemple ici de Fluent, l'outil de Computational Fluid Dynamics d'ANSYS. Donc voici un formulaire que pourrait utiliser un utilisateur pour soumettre un job de dynamique des fluides sur un cluster de calcul à l'aide d'Engine Frame HPC. Donc je peux choisir la version de mon exécutable Fluent, choisir le type de simulation que je vais lancer, donner un nom à mon job, donner un nom de projet à mon job, sélectionner ici, par le biais de ce bouton, un fichier d'entrée qui sera processé par mon application Fluent, donner un certain nombre de paramètres à mon application Fluent et choisir la queue de calcul dans laquelle je vais lancer mon job HPC. Voilà, je fais Submit et ma simulation est lancée sur le cluster de calcul. Donc là, j'ai un job qui porte le numéro 6282 qui tourne sur le cluster de calcul. Alors, cluster de calcul qui est simulé ici dans mon environnement de démo, hein, vous comprenez bien, donc sur mon nœud Linux. Et je peux voir, donc, dans le répertoire spooler, qui est un répertoire qui contient les informations intermédiaires relatives à la simulation que j'exécute, je peux voir mon fichier de sortie tel qu'il est écrit en temps réel par
mon application Fluent. Si je clique sur le bouton Go to Bottom ici, je peux voir que ma simulation tourne et elle est affichée comme si j'étais connecté en SSH à un terminal directement sur le nœud qui exécute ma simulation. Je peux donc voir si ma simulation se déroule normalement ou non grâce à cet environnement de suivi. Je vois que ma simulation se passe comme je le souhaite. Je vais donc décider de modifier le projet par défaut et je vais dire que là, j'ai un projet Transtech aujourd'hui qui est important et que cette simulation, je veux la conserver. J'aurais pu choisir une autre date. Par défaut, mon spooler, il est conservé 7 jours. Là, j'ai décidé que celui-ci serait conservé ad vitam. J'ai enregistré la modification. J'ai désormais une simulation qui sera conservée. Donc, je vais rafraîchir ma vue et effectivement, je vois que mon job, il est terminé et que mes fichiers de sortie ont été écrits. Grâce à Engine Frame, nous avons configuré l'association de l'extension .els avec un service d'application à distance Enlighten, comme vous pouvez voir ici, Open with Enlighten. Le principe est le même que sur votre PC Windows quand Microsoft associe un .doc à Word. Nous avons configuré le système pour que les .els soient associés directement à l'application Enlighten. Et donc, quand je clique sur Open with Enlighten, le système m'ouvre automatiquement une session à distance sur mon environnement, sur mon cluster de visualisation, sous Linux, avec l'application Enlighten, et m'ouvre mon fichier de sortie dans l'application. Et voici le résultat. Et je peux manipuler ma navette et voir ici mon système en mouvement. Vous pouvez voir ici que dans les conditions de réseau dans lesquelles je me retrouve, le framerate qui s'affiche vous démontre que j'ai une très belle fluidité au mouvement. Voilà. Parfait, Vincent. Et je vais un peu transgresser l'agenda. Est-ce que je peux me permettre de t'adresser deux questions qui nous sont parvenues? Bien sûr, bien sûr. Alors la première concerne finalement la densité qu'on est capable d'accueillir par serveur, et là je pense qu'on parle plus de DCV, donc la densité d'utilisateurs par serveur. Oui. Alors c'est une bonne question et à laquelle il est extrêmement difficile de répondre sans un contexte. Le contexte de la personne qui pose cette question devra être analysé en détail. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez besoin d'alimenter avec un système comme celui-là, nous pourrons bâtir l'architecture qui correspond avec 1, 2, 3, plus de serveurs, dans chaque serveur une ou deux GPU qui peuvent être des K6000, des M5000 ou des M60 en fonction de votre besoin de la fonction grid qui permet de faire cohabiter des environnements virtuels Linux et Windows dans un même serveur. Donc voilà, on choisira le nombre de CPU de façon à délivrer à minima le nombre de cœurs à chaque session qui permettent à un utilisateur d'avoir la fluidité. Donc en fonction des applications et des types de données, 2 à 4 cœurs sont les valeurs communément admises. Maintenant, encore une fois, c'est à valider en fonction du contexte réel. Et pareil pour la quantité de RAM. J'ai répondu à ta question, Cyril?
Oui, 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 tout à fait. Et je profite du coup d'une deuxième question, Vincent, qui arrive tout de suite et qui est connexe, je pense, à celle-ci. Donc effectivement, on a vu dans le cadre de la présentation que Engine Frame proposait deux types de produits, donc un pour la partie portail HPC et un pour la partie visualisation distante au travers de DCV. La question en fait tourne autour du fait de, effectivement, dans le cadre où on possède un cluster existant, Oui. est-ce qu'on doit dédier du nouveau matériel pour l'utilisation d'Engine Frame ou alors est-ce qu'on peut installer le produit sur un cluster existant? Donc je pense que c'est Alors, les deux types de la réponses. réponse est évidemment la seconde. Engine Frame s'installe sur une infrastructure déjà existante, bien entendu, et je dirais même qu'il est souvent utilisé pour passer d'une infrastructure à une autre, d'un ancien cluster à un futur cluster. Et il facilite la cohabitation entre les deux clusters pendant la période de transition. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ouais, voilà, je pense avoir répondu Mm. à ta question. Voilà, je pense que Si, bien entendu, la personne qui a posé la question souhaite de plus amples détails, qu'elle n'hésite pas à te recontacter et oui. nous pourrons essayer de comprendre quel est son réel besoin. Voilà, tout à fait. Donc, comme tu précisais tout à l'heure, Vincent, chaque projet est unique et vous verrez tout à l'heure dans le cas des réalisations, Transec a pu faire avec Nice Software que la majeure partie de ces projets passe par euh, une démonstration, en tout cas en conditions réelles d'utilisation, donc chez nos clients, pour s'assurer effectivement que les dimensionnements de l'infrastructure est à même de répondre aux besoins de vos utilisateurs. Mhm. Parfait. Alors, si tu permets, on va aller je vais prendre encore 2 minutes, Bien sûr. juste pour montrer à notre audience le service éditeur côté HPC, parce que je pense qu'il est intéressant de voir cette partie-là du système. Donc là, vous voyez, je duplique le service Fluent que j'ai utilisé précédemment pour pouvoir vous le montrer. Donc voici le formulaire vu dans l'éditeur de service que j'ai utilisé précédemment. Donc vous voyez, dans chaque item, chaque objet du formulaire correspond à chaque objet du formulaire correspond à un certain nombre de propriétés, pardonnez-moi. Donc un ID qui est réutilisable dans les scripts que vous avez vus tout à l'heure sous la forme d'un nom de variable, donc dans les scripts qui s'exécutent lorsque je clique sur le bouton Submit, comme je vous l'ai montré précédemment. La variable coef_files existe et a une valeur. Et la valeur qu'elle a, c'est celle que l'utilisateur a saisie dans ce champ de texte. Donc là, typiquement, ici, on a un champ qui nous permet de sélectionner un fichier dans le stockage attaché au cluster de calcul. La variable correspondante et qui va me permettre de pouvoir dire à l'application que son fichier d'entrée, c'est bien celui-là, c'est $input. Et j'ai la possibilité de donner un chemin de base pour permettre d'aller chercher mon fichier d'entrée et de filtrer par exemple les fichiers de type .msh. Donc vous voyez, ce formulaire a été intégralement designé par glisser-coller en prenant un champ et en venant ici le glisser au milieu. Voilà, le champ il est là, je décide s'il est sélectionné ou pas par défaut, je lui donne un nom, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est de vous permettre de comprendre à quel point il est simple de créer un formulaire de soumission pour le monde du HPC. Et donc de la même façon que précédemment pour les formulaires de lancement de sessions interactives, vous avez ici un script qui va me permettre de compiler les options que je vais envoyer à mon job scheduler et de lancer un script qui s'appelle application.submit et de donner au job scheduler l'ensemble de ces paramètres. Et un job script ici qui va exécuter donc mon application.
Donc là, vous comprenez bien qu'on est dans un environnement de démo et que bien entendu, je n'ai pas exécuté Fluent, j'ai exécuté un faux Fluent et tout le monde n'y a vu que du feu. Voilà. Donc, écoute, je te rends la main, Cyril. Tout à fait, s'il te plaît, Vincent. Mais Voilà, tu vas rester attentif puisque bien entendu. voilà, donc il y a effectivement une toute petite partie de présentation pour toi à terminer. Alors, hop, voilà, juste le temps de te remettre sur la bonne présentation. Voilà. Merci. Je t'en prie. Donc, euh, j'espère que j'ai été clair pour vous tous déjà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous vous donnons, avec l'aide de notre partenaire Transtech, la possibilité de tester nos produits directement dans votre environnement si vous le souhaitez, ou avec l'aide de Transtech via d'autres moyens si votre environnement ne le permet pas. Comment est-ce qu'on peut tester NgineFrame? C'est très simple, il suffit d'un système Linux, une machine physique ou virtuelle, d'un job scheduler connecté à votre cluster, que ce soit un cluster de visualisation si ce que vous souhaitez tester c'est Engine Frame Views et DCV, ou un cluster HPC si vous souhaitez tester Engine Frame HPC. Un stockage partagé bien entendu pour que vos utilisateurs puissent accéder à leurs données, et un accès web à cette machine. Le détail des prérequis pourra être discuté après, mais l'idée c'est que vous compreniez que ça peut être simple. Si vous souhaitez tester simplement DCV, ce qu'il vous faut c'est juste un serveur avec une GPU NVIDIA. Donc Quadro ou Grid, génération Kepler ou plus récente. Certaines Tesla fonctionnent aussi, bien entendu, même si leur usage par NVIDIA est décidé calcul. Certaines Tesla fonctionnent avec les drivers qui vont bien avec des CV. Bien entendu, là encore, il faudra que les utilisateurs puissent accéder à leurs données. Un certain nombre de ports devront être ouverts entre le serveur DCV et le poste du client. Et sur ce poste client devra être installé notre petit viewer DCV Station, qui existe en version installée ou en version portable dans les environnements dans lesquels il est difficile d'avoir les droits d'administration sur sa propre machine. Voilà. Donc nous vous fournirons dans ce cas-là les liens de téléchargement et bien entendu des licences de démo pour vous permettre de tester, et on sera là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à contacter Transtech Tout à fait. si vous souhaitez aller un cran plus loin. Cyril, c'est à toi. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Donc pour ma part, effectivement, on a pratiquement terminé. Donc juste pour même compléter ce que disait Vincent à l'instant, donc le partenariat entre Nice Software et Transtech existe depuis déjà un long moment, et donc ce qui nous a permis de déployer ce type de solution chez nombre de nos clients. Ce qu'on souhaitait aujourd'hui vous montrer, c'était effectivement donc, des références qui existent et qui fonctionnent depuis un certain moment. Donc vous les avez ici d'afficher, donc qui sont des références à la fois publiques et privées. Ce qu'on peut noter, et ce qu'on souhaitait ici vous montrer, c'est que finalement le temps qui est nécessaire entre je dirais l'intérêt pour la solution et sa mise en œuvre est relativement assez court. Simplement, ce qu'on constate, c'est qu'il est préférable, comme le disait juste à l'instant Vincent, de procéder à des tests en interne chez vous de ce type de solution, donc sur lesquels on peut vous accompagner bien entendu, pour voir effectivement quels sont les prérequis techniques justement à anticiper, pour faire en sorte que la solution fonctionne dans des conditions optimales. Ce que vous voyez d'affiché dans la colonne un peu barbare, ce n'est plus ni moins qu'en fait le nombre de licences donc c'est effectivement la quatrième colonne, qui est le nombre de licences qui est installé chez nos clients, donc EF pour Engine Frame et MOS pour Multi-OS, puisque effectivement
on a la possibilité, donc sur différents types de licences qui sont à disposition au travers de Nice Software, de dédier le produit à tel ou tel usage, donc que ce soit du Linux ou du Windows. Pour ma part, moi, effectivement, j'ai aussi également terminé, donc je souhaitais simplement vous remercier déjà à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Il est encore temps de poser vos questions, donc certaines personnes l'ont déjà fait, et je les en remercie. Donc on a effectivement déjà adressé les 2 questions qui me sont parvenues, donc n'hésitez pas à utiliser tout à droite la petite barre donc, qui vous permet de poser des questions, soit au travers du chat, soit au travers de l'outil questions donc, qui nous parvient directement. D'autre part aussi également, donc, sur l'écran est affiché nos coordonnées. Donc vous avez effectivement donc, John Morel, qui est notre correspondant commercial pour la France pour la partie calcul. Donc Vincent Fleger qui est notre directeur commercial France pour Transtech, et moi-même pour la partie avant-vente HPC. Ces coordonnées vous seront envoyées, hein, bien entendu, vous pourrez y avoir directement accès. D'autre part, on vous fera aussi également parvenir un lien pour revisionner la vidéo. Donc si vous souhaitiez toutefois revoir la présentation du produit, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous pour, comme l'a dit Vincent Bosquier juste à l'instant, tester le produit. C'est des choses qui sont de manière très simple, soit directement en installant le produit chez vous. On peut aussi également faire une démonstration un peu plus poussée dans le cadre d'une démonstration en ligne au travers du serveur qui est mis à notre disposition par Nice Software. Ça nécessitera simplement l'installation du petit agent chez vous sur votre poste. Mais ça permet effectivement déjà de se faire un point de vue sur les nombreuses fonctionnalités du produit, aussi qu'également que ce produit peut fonctionner dans n'importe quel type d'usage, et notamment par rapport aux bandes de réseau, est vraiment très très adapté. On va vous laisser quelques petites minutes pour vous poser vos questions si toutefois il y avait d'autres questions à venir. En tous les cas, on vous remercie énormément pour votre participation, aussi également des questions qui nous sont parvenues. Si entre-temps vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email, on se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit que Vincent Bosquier ou moi-même, au travers de la société Transtech. Merci beaucoup Vincent de ta présentation aujourd'hui. On avait une petite crainte sur le réseau, mais finalement c'était parfait. Donc merci beaucoup de ta présentation et de toutes les informations que tu nous as apportées aujourd'hui. Merci de votre présence à tous, vous étiez nombreux et effectivement donc, ça nous a permis de vous proposer ce produit qui apporte nombreuses satisfactions chez nos clients, que ce soit pour la partie calcul ou non calcul, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais nombre de nos clients utilisent ce produit, non pas forcément que pour du HPC. Merci à tous, on vous souhaite par avance une très bonne après-midi, et merci encore de votre présence, à très bientôt.